de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille et ONU Femmes cheminent ensemble pour la promotion et l'épanouissement des femmes. Les deux entités ont matérialisé ce partenariat à travers la signature de plan d'action 2024. Notre espace juridique et judiciaire dispose désormais d'une clinique. Sans lien direct avec la clinique médicale où les patients reçoivent des soins sanitaires, la clinique juridique offre ses services à tous ceux qui sont confrontés à des difficultés d'ordre judiciaire. Mercredi 15 mai 2024, journée internationale de la famille. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Le ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, ONU Femmes, chemine ensemble pour la promotion et l'épanouissement des femmes. Les deux entités ont matérialisé ce partenariat à travers la signature de plan d'action 2024. Une cérémonie suivie de la remise d'équipements au CNDID et au FAFE. Le reportage de Awadit Makamara. Cette poignée de main, bien plus qu'un simple geste protocolaire, incarne la force de l'alliance scellée aujourd'hui. Une alliance destinée à ouvrir de nouvelles perspectives et à changer des vies. Dans ce geste, l'on retient la signature d'un accord de partenariat pour l'année 2024 et la remise de matériel de ONU Femmes au ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Moment chaleureux, symbole palpable de l'unité et de renforcement de la coopération entre les deux entités. Les termes de cet accord constituent les fils conducteurs des actions à réaliser et les responsabilités à assumer courant l'année 2024. Conscient des rétentions budgétaires et des réticences manifestées ces derniers temps par certains de vos bailleurs et que vous tentez résolument à convaincre et à rassurer, nous osons espérer qu'ONU Femmes et tous les groupes Dialogue Autonomisation des femmes accéderont à de meilleures conditions en vue d'un financement intégral de toutes les activités initialement retenues par les deux parties pour l'année 2024. Je me réjouis de l'aboutissement de ce processus de signature du PTA 2024. C'est un PTA qui couvre un montant de 197 730 000 francs CFA, à peu près 322 000 $. Et cette contribution est faite sur nos ressources internes afin de permettre au ministère d'engager certaines de ses activités prioritaires au titre de l'année 2024. Ce contrat qui vient d'être signé, il pourra à tout moment être révisé à la hausse en fonction des ressources additionnelles qui seront mobilisées auprès d'autres partenaires. Cette convention vise à instaurer des mécanismes concrets visant à faire avancer l'agenda de la femme au Mali sur différents volets. Cerise sur le gâteau, dans l'euphorie de la signature de la convention, la remise d'équipements informatiques au ministère en charge de la promotion de la femme, destiné au CNDIF et au FAFE, un engagement supplémentaire envers le succès des deux structures. Ces équipements informatiques d'une valeur de 49 628 670 francs CFA sont composés de 21 ordinateurs de bureau, 34 ordinateurs portables, 7 tablettes, 7 imprimantes photocopieuses, 7 vidéoprojecteurs et divers accessoires. Je suis heureuse de recevoir le matériel informatique de la main de ONU Femmes au Mali pour renforcer mon département à travers le Centre national de documentation et d'information sur la femme et l'enfant, le CNDIF, dans le cadre de la mise en œuvre du Précofem. Cette plateforme numérique permettra de renforcer la collecte, le traitement et la production des données et d'informations sur la femme. La signature de cette convention et la remise des équipements renforcent la collaboration fructueuse et promet un avenir radieux pour les femmes et les filles au Mali. Je vous l'annonçais tout à l'heure, le Mali célèbre aujourd'hui, mercredi 15 mai, la journée internationale de la famille, sous le thème « Investir dans la famille, c'est construire l'avenir ». Cette journée vise à attirer l'attention des uns et des autres sur divers problèmes concernant les familles pour apporter des solutions.
Le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, dans son message, souligne que la politique des autorités maliennes vise à renforcer le cadre familial et à soutenir les parents. Les grandes lignes du discours du ministre Coulibaly, Mariam Maïga, dans ce reportage signé Awadit Makamara. Dans un monde où les horaires chargés de travail et les obligations professionnelles semblent souvent dominer nos vies, il y a une journée qui nous rappelle l'importance de ralentir et de se connecter avec ceux qui nous sont les plus chers. La Journée internationale de la famille. Instituée depuis 1993 par les Nations Unies, cette journée est dédiée à l'appréciation des liens familiaux qui nous unissent tous. Conscient de l'importance de la famille dans la stabilité de la nation, et de son rôle dans toute politique de développement économique et social, l'État du Mali a instauré ou institutionnalisé cette journée depuis 2005. Sa célébration offre l'occasion au gouvernement, aux organisations internationales et nationales, aux institutions publiques et privées, ainsi qu'aux populations de débattre et faire connaître les problématiques auxquelles la famille est confrontée. C'est aussi un rappel que les moments passés en famille sont parmi les plus précieux de tous, car ils sont remplis d'amour, de soutien et de connexion authentique. Au Mali, l'édition 2024 est célébrée dans un contexte particulier à travers le thème « Investir dans la famille, c'est construire l'avenir ». Le choix de ce thème s'inscrit dans le contexte actuel de la société malienne, où la cellule familiale a considérablement évolué selon les contextes sociopolitiques, économiques et sécuritaires. Une famille épanouie est un gage d'une société stable, d'un État émergent. Conformément à la volonté et à la vision éclairée de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, les questions familiales constituent à ce jour une priorité absolue pour le gouvernement du Mali. Les autorités ont pris conscience de l'importance cruciale des familles dans la société malienne. Ainsi, elles ont mis en œuvre une série de politiques ambitieuses visant à renforcer le cadre familial et à soutenir les parents dans leur rôle essentiel d'éducation à travers Mali Koura et Mali Denkoura. La journée de la famille au Mali sera célébrée ce mercredi à Kati à travers des activités de sensibilisation. C'est parti pour le concours littéraire et parcours pédagogique initié par les responsables de la Tour de l'Afrique de Bamako. Cette activité entre dans le cadre de l'anniversaire de l'Union africaine, c'est-à-dire la Journée de l'Afrique, célébrée le 25 mai. Elle mettra en compétition des établissements et universités de la capitale. Et c'est le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme qui a procédé au lancement de la compétition avec la présence du ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine. Le compte rendu de Abdul Karim Kaba. Mettre l'accent sur l'information et la sensibilisation de la jeunesse au sujet de l'Afrique, telle est la vocation de la Tour de l'Afrique. C'est dans cet esprit qu'elle organise tous les ans le concours sur le parcours pédagogique. Cette année, il y aura aussi un concours littéraire. Les activités phares de la Tour est une session de formation pour mieux connaître l'Afrique, couronnée par un jeu concours nommé le parcours pédagogique. Ce parcours, comme le baobab, a poussé en 2016 et a commencé avec les écoles de Bamako. Le lancement de la compétition a été une occasion pour le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme de saluer, encourager les candidats et les responsables de la Tour d'Afrique pour l'initiative. En tout cas, vos mots, vos gestes, votre comportement le démontrent à suffisance et cela nourrit opportunément notre confiance et notre foi en l'avenir de notre pays à travers sa jeunesse. Une jeunesse consciente, une jeunesse déterminée. Inscrire dans la durée une activité comme celle-ci n'est pas chose aisée et cela n'est pas donné à tout le monde. La Tour de l'Afrique, jusqu'ici, a tenu le pari et cela mérite des félicitations. En tant que ministre de l'intégration africaine, et l'occasion pour moi de vous dire que très bientôt on va revenir ici aussi pour davantage célébrer l'intégration africaine à travers la journée du 25 mai. Et encore une fois, merci pour tout. Félicitations à ces élèves
pour les beaux poèmes, pour la belle lecture. Et je pense que c'est une belle école pour vous de pouvoir vous arrêter devant autant de personnalités et pouvoir tenir. Je comprends l'émotion de certains, mais ce n'est qu'un départ et vous allez y arriver. La finale du dit concours est prévue pour le 25 mai prochain, Journée de l'Afrique. Chaque année, depuis le début de l'initiative, il y a de cela 4 ans, le concours Parcours pédagogique et littéraire met en compétition les établissements scolaires et universitaires. C'est là pour mieux former et cultiver les participants sur les valeurs africaines. Restitution publique de la gestion de la commune de Ouassolo-Balé, exercice 2023. Au cours de cet exercice, les participants ont été édifiés sur les réalisations et les dépenses, l'état d'exécution du plan de développement économique, social et culturel. Nianfouila, la correspondance de Jafar Aïdara et Djibril Barayoko. Cette restitution publique de la commune de Ouassolo-Balé cadre parfaitement avec les règles de la bonne gouvernance et explicitement par la loi portant code des collectivités territoriales qui stipule annuellement à la restitution publique de la gestion des collectivités au titre de l'exercice écoulé. C'est ainsi que la commune de Ouassolo-Balé, sur une prévision de 1 807 378 795 francs CFA, a pu réaliser plus de 929 millions de francs CFA. La commune ne peut pas se développer si la population ne paie pas les impôts. Mais si le taux de recouvrement n'est pas élevé, ça a un impact très négatif, non seulement par rapport à nos droits de tirage au niveau de la cité, mais ça pousse aussi les partenaires, les ONG à se retenir un peu à l'endroit de la commune. Donc je lance un appel à la population de la commune de Ouassolo-Balé et du cercle de Yamfouila en général de tout faire vraiment pour que nous puissions renverser la tendance. Que le taux de 2024 soit plus élevé et que ce soit en tout cas à la hauteur de ce que nous attendons d'elle. Au cours de cette restitution du compte administratif, les participants ont échangé sur les dépenses et les réalisations qu'ils jugent satisfaisantes malgré les difficultés de mobilisation des fonds. Quand même, ça c'est un exercice déjà salutaire et puis démocratique qui est composé comme un principe de la décentralisation. Car sans la redevabilité, quand même, je sais que les collectivités ne vont pas s'en sortir. Ces restitutions rentrent dans le cadre de la gouvernance et surtout des bonnes pratiques de la bonne gouvernance. Donc accompagner cette activité de la mairie permet un peu d'influer sur nos organisations et de leur permettre de comprendre que la restitution publique est une activité qui, lorsqu'ils mettent ça en œuvre dans leur coopérative, peuvent leur permettre aussi de faire ce qu'on appelle la redevabilité, qui est un aspect extrêmement important dans une organisation, dans une structure et aussi bien dans la vie publique. À noter qu'aujourd'hui, le processus de la décentralisation est buté à un certain nombre de difficultés, à savoir le taux très faible de mobilisation des ressources propres des collectivités, timide participation des citoyens à la vie publique, faible taux de réalisation des actions du programme de développement économique, social et culturel PDSEC, entre autres. La grande mosquée de Djenné fait peau neuve. Plusieurs milliers de personnes ont participé ce dimanche au crépissage du plus grand bâtiment en terre cuite au monde. L'objectif est de sauvegarder l'édifice et de renforcer la cohésion sociale, la paix dans la ville religieuse. Le reportage de Boubacar Sankaré, Djakarija Traoré. C'est à 5 h du matin, juste après la prière de l'aube, ce dimanche 12 mai 2024, que le chef de la corporation des maçons donne le ton au lancement des travaux de crépissage de la grande mosquée de Djenné. Le crépissage de la mosquée est une tradition ici à Djenné. Avant le début des travaux, nous faisons un rituel pour protéger tous ceux qui viennent pour le crépissage. Dans une ambiance festive, des milliers de personnes, pour la plupart des jeunes répartis par groupe d'âge, selon les quartiers d'où ils viennent, envahissent la mosquée. En ce qui concerne la préparation des bancos au niveau des quartiers, c'est la jeunesse. Le transport des bancos également, c'est la jeunesse. Donc même les maçons qui sont là, donc c'est également la jeunesse. Donc nous sommes chargés également d'apporter, les bancos dans les petits paniers, donc pour pouvoir permettre aux maçons de bien travailler. Les femmes également ont un grand rôle. Elles apportent de l'eau, voilà, donc pour vraiment permettre aux jeunes de mélanger la boue. C'est un bâtiment très grand et qui a 85 mètres
de longueur et 75 mètres de largeur, avec une hauteur de 18 mètres 50. L'enjeu est de sauvegarder l'édifice en conservant son attrait touristique et d'améliorer sa résistance, mais pas seulement. Au-delà des conflits latents qui peuvent exister entre les communautés, les gens de Djenné ont privilégié le dialogue, la manifestation de leur intérêt commun. Nous devons prendre exemple ici. Cette fête est une fête de communion, une fête de brassage, une fête de solidarité. Vous savez, il n'y a aucun événement ici à Djenné qui peut mobiliser autant de monde. Je voudrais tout d'abord remercier vraiment la commission d'organisation. On travaille d'arrache-pied pendant des semaines pour vraiment une organisation sans reproche. Ensuite, je remercie l'ensemble des forces de défense et de sécurité. Après 5 heures de travail acharné, la mosquée est revêtue de son plus bel habit et brille de mille feux. Elle est à présent prête à affronter les gouttes de pluie de l'hivernage qui s'annoncent. Nous restons avec l'actualité régionale. Rencontre des jeunes de la commune rurale de Falémé et ceux de Kidira dimanche dernier à Diboli dans le cercle de Caille. Objectif, trouver des pistes de solutions pour freiner la pollution des eaux du fleuve de la Falémé. La cérémonie s'est déroulée en présence des autorités. Le reportage de Kabadjara. La jeunesse de la commune rurale de la Falémé et celle de la commune de Kidira se sont réunies ce dimanche 12 mai 2024. Au cours des échanges, la pollution très avancée de l'eau de la Falémé. Voir aujourd'hui ce fleuve ne contient plus d'espèces vivantes, en fortiori un poisson à cause de la toxicité de l'eau. Face à ces fléaux que nous hommes de Kidira et de Diboli, nous jeunes panafricains se sont réunis pour pallier à ces fléaux, d'où le nom La Falémé d'avant, mon combat. Pour le président des jeunes, l'orpaillage pourrait représenter un atout économique pour les populations qui vivent le long de la Falémé si les conditions environnementales étaient respectées. Nous, la jeunesse de la Falémé et toute la population vivante le long du fleuve, demandons à nos deux États, à savoir le Mali et le Sénégal, à trouver des solutions urgentes face à cette situation. Sinon, elle pourrait devenir un facteur de vulnérabilité pour les communautés vivantes dans la zone aurifère et le long de la Falémé. Il est essentiel de trouver un équilibre entre le développement économique et la préservation de l'environnement, afin de préserver la Falémé et ses écosystèmes. Rappelons que la Falémé est un affluent du fleuve Sénégal constituant la frontière entre le Mali et le Sénégal. Retour à Bamako où le CICB a servi de cadre pour la nuit de Madjakui, une soirée mémorable pour les ressortissants de Madjakui afin de promouvoir la culture et les valeurs traditionnelles des Bois. Cette soirée est une initiative de l'association des jeunes de Dori Madjakui, une occasion pour les ressortissants de Madjakui d'aborder des questions liées au développement de la localité. Le reportage de Kassim Diallo, Siliki Koulibaly. La nuit de Madjakui, c'est surtout la promotion, la valorisation et le partage des valeurs traditionnelles de la culture bois. L'initiative est de l'association des jeunes de Dori Madjakui. Cette soirée est mise à profit pour faire le bilan des activités de l'année 2023 et les défis à relever. Afin de promouvoir le changement et le développement du village de Madjakui, la JDM a pour mission principale de contribuer au développement social, économique et culturel du village de Dori Madjakui. Cette deuxième édition de la nuit de Madjakui a enregistré la présence de plusieurs responsables de la localité, dont les maires de la commune. Une occasion pour les organisateurs d'échanger sur le développement socio-économique, l'éducation des enfants, la santé, l'accès à l'eau potable et la sécurité de Madjakui. L'an dernier, quand ils ont fait la première édition, ils sont rentrés au village et les bénéfices qu'ils ont fait, ils ont utilisé ces bénéfices pour trouver des médicaments et appuyer les personnes les plus démunies du village. C'est un apport, un grand apport pour nous. Et aujourd'hui, toutes choses qu'on fait au niveau du village, ils appellent et ils donnent leur point de vue. Donc c'est un créneau pour trouver des partenaires, pour vendre l'image du village et pour attirer des gens à investir. La culture est un héritage précieux qui unit les peuples, nourrit nos âmes et façonne notre identité collective.
Nuit de Madiakoui, qui se veut un lieu de retrouvailles et de partage fraternel entre fils et filles d'une même famille. Identité de vie, consolidation de l'harmonie au sein du groupe, ce sont là des éléments qui ont permis de poser des actions de développement dans la commune. Les ressortissants de Madiakoui se sont partagés des plats traditionnels du terroir. Ils ont chanté aussi l'hymne national du Mali en langue boumou avant de plonger dans les folklores traditionnels de Madiakoui. Une matérialisation de l'identité bois. Notre espace juridique et judiciaire dispose désormais d'une clinique. Sans lien direct avec la clinique médicale où les patients reçoivent des soins sanitaires, celle juridique offre ses services à tous ceux qui sont confrontés à des difficultés d'ordre judiciaire. La clinique juridique constitue aujourd'hui une innovation pédagogique dans le contexte classique. Elle est dédiée à l'enseignement pratique du droit. Cette innovation pédagogique favorise l'accès au droit tout en étant un complément à la formation théorique des étudiants. Allons à la découverte de la clinique juridique avec Garibou Pérou et Tédé Camara dans la chronique judiciaire. À la fois pédagogique et sociale, la clinique juridique prépare les étudiants en droit à leur future carrière. Elle offre aussi des services juridiques non payants à la communauté. En un mot, la clinique juridique contribue à la promotion de l'accès à la justice. Sachant bien qu'il est interdit de se prévaloir de son ignorance pour échapper à la loi, il est fort judicieux que cette loi soit portée à la connaissance de tous. Autrement dit, les citoyens doivent être informés en ce qui concerne les textes en vigueur. Les premiers destinataires de nos prestations sont nos étudiants. Et pourquoi ? Parce que nous avons constaté que nos étudiants qui sont formés le sont sur le plan purement théorique. Ils doivent évoluer dans un monde, dans un contexte professionnel. Il faut qu'ils connaissent leur milieu professionnel avant d'y être. Je donne un exemple, un étudiant qui n'a jamais vu une décision de justice, qui n'a pas appris à l'université à lire une décision de justice, qui ne sait pas rédiger un contrat, qui n'a jamais vu un contrat. Donc, en quelque sorte, les boîtes à outils des professionnels du droit, ces boîtes à outils doivent être exposées. C'est ce que nous appelons l'enseignement pratique du droit. Donc, les premiers bénéficiaires, ce sont les étudiants de l'université. La seconde catégorie de personnes que nous visons avec la clinique juridique, c'est le citoyen lambda. Tout Malien doit être informé en ce qui concerne la règle de droit, parce que dans notre système, il est dit que nul n'est censé ignorer la loi. La clinique juridique concerne tout le monde. Elle permet surtout aux étudiants en formation initiale de donner avis juridique aux personnes qui les ont saisis. Ici, l'intérêt consiste à parachever une formation académique. Chez nous, nous raisonnons en trois temps. Le syllogisme, le juriste, je vais être simple, on soumet l'étudiant à des faits. On lui expose une situation concrète et on demande à l'étudiant d'identifier les problèmes de droit que la situation exposée soulève. C'est la première étape. La seconde étape de la méthode du cas pratique, c'est l'analyse. L'analyse consiste effectivement à se rendre compte que la situation, le problème de droit qui est posé a été appréhendé par telle disposition de la loi. Donc on confronte maintenant la situation qui a été exposée et l'hypothèse de la loi. Un exemple, si je vous dis tout de suite que pendant le professeur Dambélé était en train d'exposer son cours, un individu est entré par derrière et lui a pris le portefeuille et il est sorti. Voilà un cas pratique que je vais exposer à mes étudiants. Les étudiants vont raisonner. Ils vont raisonner comment ? En se disant, mais cette situation, est-ce qu'elle ne ressemble pas un tout petit peu à ce qui est prévu par le code pénal, le vol ? Parce qu'on nous a enseigné que le vol, c'est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. En l'espèce, voilà, le raisonnement commence. Est-ce qu'il y a soustraction frauduleuse de la chose d'autrui ? Donc, l'étudiant va passer par cette analyse. D'abord, s'agit-il de la chose d'autrui ? Parce que si la chose n'appartient à personne, c'est un caillou que l'intéressé a pris et il est sorti avec. Et il ne s'agit pas de la chose d'autrui. Et puis, est-ce que la soustraction est frauduleuse ? C'est-à-dire, est-ce qu'elle a été faite contre le gré, contre la volonté du professeur ? Donc, vous voyez, l'étudiant va raisonner. Et la dernière phase, c'est la conclusion.
il va donc être amené à conclure, et en l'espèce, il peut conclure qu'il y a vol. Ce qui s'est passé va s'appeler vol. Et si ça s'appelle vol, on sait déjà, sur le plan juridique, comme en médecine certainement, et comment traiter le cas de vol. Face aux populations en demande de conseils et d'assistance, la clinique juridique doit davantage vulgariser les droits, répandre puisque les dispositions nationales rappellent que nul n'est censé ignorer la loi. Pour vulgariser les droits, nous avons eu donc recours à cette notion de clinique juridique qui suppose d'abord qu'on fasse un point sur les besoins, qu'on fasse un travail de diagnostic à l'image de la notion de clinique. Et donc, ce travail de diagnostic permet d'identifier les besoins des concernés. Et ensuite, en seconde phase, nous préparons, comme le fait le médecin, nous préparons les solutions, nous identifions les solutions et en troisième étape, nous exposons aux intéressés ces solutions. Et donc, c'est plutôt la méthode qui en fait une méthode clinique. En référence aux études médicales où les étudiants apprennent la médecine puis l'appliquent en tant que spécialistes dans les établissements hospitaliers, la clinique juridique, elle, est l'orientation vers les professions judiciaires. Ce projet innovant à finalité à la fois sociale, pédagogique et professionnelle vise à renforcer l'accès aux personnes dites en voie de vulnérabilité en mettant à leur disposition une assistance juridique. Et à toute son équipe, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À demain, plaise à Dieu.